Merci de bien vouloir reprendre place, s'il vous plaît. J'ai les 5 minutes. On va recommencer dans 2 minutes par la médecine périopératoire et les situations particulières. Et c'est le groupe qui a été piloté par Serge Moliex. Bonjour à tous. Donc, les situations particulières, on va en évoquer un certain nombre. Je voulais revenir. On va en évoquer un certain nombre. On va tout d'abord commencer par des situations particulières liées au terrain du patient. Et on nous a proposé les âges extrêmes. Extrême, quel vilain mot. Quel vilain mot, surtout quand on s'approche d'un âge extrême. C'est quelque chose qui nous a un peu interpellés, avec donc la nécessité pour la pédiatrie comme pour les patients âgés de définir quelques points cibles, parce qu'on a 5 minutes de temps de parole par intervenant. Donc il était nécessaire de cibler ce qui nous paraissait les enjeux pour ces prises en charge des situations particulières. La deuxième chose qu'on va envisager, c'est les actes interventionnels. On a vu arriver les cardiologues, les endoscopistes, qu'ils soient gastro-entérologues, pneumologues, et radiologues, venir se mettre au milieu du couple historique que nous formions avec nos collègues chirurgiens. Et en plus, ces nouveaux venus ont des exigences. Ils en veulent toujours plus. Donc comment, dans les défis que nous devons relever dans cette médecine périopératoire, c'est comment donner satisfaction aux patients qui sont pris en charge par ces médecins interventionnels et à l'ensemble de ces spécialités et des actes toujours plus nombreux. On reviendra pour finir sur 2 choses qui sont le cœur de notre métier. Aujourd'hui, en réanimation, on ne se focalise plus sur la survie du patient au-delà du service de réanimation. On s'interroge sur son devenir à l'issue de ce séjour-là. La réhabilitation a touché la réanimation et les soins critiques de manière générale. Et pour finir, on fera un petit focus sur les situations d'urgence. Aujourd'hui, la médecine d'urgence nous a, on ne va pas dire écarté, mais nous a permis de ne plus nous occuper de la médecine préhospitalière, de prendre en charge l'accueil des patients à l'entrée de l'hôpital, sauf pour le déchocage. Mais surtout, concernant ces situations aiguës, nous avons un défi à relever. Et ce défi, on a voulu insister sur sa présentation. Donc voilà les 5 topos qui vont suivre. Et on va commencer tout de suite par la pédiatrie, situation extrême, âge extrême. Isabelle. Je mets le chronomètre. Bien. Alors, effectivement, la MPO dans le contexte pédiatrique, alors l'anesthésie pédiatrique, c'est presque une niche. 7% des actes anesthésiques, c'est à peu près entre 8 et 900 000 par an. Les 3/4 sont réalisés en ambulatoire. 90% des enfants au moins qui sont opérés sont des enfants à très faible comorbidité et très faible risque anesthésique. Et globalement, les interventions sont plutôt mineures. C'est des VG, des amygdales, des circoncisions, des appendicectomies. Comme diraient les chirurgiens, c'est de la petite chirurgie. La récupération est rapide, l'analgésie est assez simple. Et d'ailleurs, elle est gérée par les parents la plupart du temps à domicile. Donc finalement, est-ce qu'il y a un rôle pour la MPO ? Eh bien, on a réfléchi avec quelques experts pédiatriques et on a ciblé 3 domaines d'intérêt dans le contexte pédiatrique. Le premier domaine, c'est la prévention de la morbidité respiratoire en anesthésie pédiatrique. On y reviendra après. Le deuxième domaine, c'est finalement, il y a quand même des terrains à morbidité complexe, avec en général en plus des chirurgies lourdes, et on les illustre parfaitement, ces terrains, par l'enfant polyhandicapé. Et enfin, on a choisi de faire un focus sur l'incidence de la douleur chronique chez l'enfant, qui est mal connue et donc mal diagnostiquée et peu pris en charge. Et puis évidemment, vous verrez, en pédiatrie, il y a toujours les parents, et il est indispensable d'avoir toujours la relation de confiance avec les parents. Alors les complications respiratoires en anesthésie pédiatrique, elles sont fréquentes, puisque vous voyez,
c'est de l'ordre de 10%, c'est multiplié par 3 chez les enfants à risque, et les risques, on les connaît, qui vont augmenter les complications respiratoires. Ils ont été bien décrits. En gros, c'est tout ce qui touche, tout ce qui conduit plutôt à l'hyperréactivité bronchique, que ce soit infectieux ou que ce soit des pathologies comme l'asthme. Ce qui est important, c'est de savoir que ces complications respiratoires, elles sont donc fréquentes, mais elles surviennent même, et peut-être même, je ne vais pas dire surtout, mais dans le contexte de la chirurgie mineure. Donc, le médecin anesthésiste, MPO, eh bien, il va devoir optimiser en préopératoire, bien sûr, les conditions respiratoires de l'enfant, et ça se fera, ça doit se faire en collaboration avec le médecin généraliste ou le pédiatre qui suit l'enfant, avec un certain nombre de mesures que je ne vais pas détailler parce qu'on n'a pas le temps. Et puis, il y a un autre point aussi important, facteur de complications respiratoires périopératoire, c'est la présence d'un SAOS. C'est assez facile à diagnostiquer, c'est fréquent, 15 à 20% des enfants, et ça multiplie de façon significative les complications post-opératoires. Donc là aussi, c'est à nous d'avoir ce dialogue avec le médecin qui suit l'enfant pour évaluer ces circonstances. Alors, l'enfant polyhandicapé, déjà, j'ai cherché des chiffres, donc il y a, je dirais, entre 10 et 20 000 enfants polyhandicapés si on inclut les maladies neuromusculaires. Et ces enfants, ils ont une incidence de la chirurgie de façon générale relativement augmentée, même si je n'ai pas trouvé de chiffres. Cette chirurgie, elle est souvent lourde, c'est-à-dire elle est souvent représentée par de la chirurgie orthopédique assez lourde, donc par exemple les arthrodèses vertébrales, et ça survient dans un contexte où les comorbidités sont fréquentes, des comorbidités respiratoires, neurologiques, et puis presque toujours un contexte de dénutrition, avec souvent dans ces indications chirurgicales une mise en jeu du pronostic vital et une approche éthique souvent nécessaire. Donc le rôle du médecin anesthésiste réanimateur dans ce contexte, il va être central parce que lui, il va devoir faire la synthèse de tous les risques et de toutes les mesures préventives qui pourront diminuer, si c'est possible, les risques périopératoires. Donc il va se retrouver à coordonner très souvent les différents médecins de l'enfant. Là, vous avez vu neuropédiatre, pneumopédiatre, gastropédiatre, chirurgien, etc. Et il va évaluer ce risque et mettre en place des mesures correctrices avec, bien sûr, tous ces intervenants et voilà, avec une cible plus particulière sur la renutrition et la respiration. Alors, vous avez vu, concertation avec un objectif raisonnable, c'est les pédiatres qui m'ont fait rajouter ça, mais c'est effectivement très pertinent. Et puis, il va aussi être au centre pour anticiper la prise en charge post-opératoire, qui souvent d'ailleurs se fait dans une structure anesthésique, anesthésio-réanimatoire, telles que les USI, alors c'est maintenant les USIP, ou les ex-USC, ou les réanimations, et il faudra évidemment évaluer le degré d'autonomie qu'il faudra pour sortir de ces structures. J'ai ciblé cette possibilité, cette ressource qui est de créer une équipe d'anesthésistes réanimateurs dédiés avec, là encore, des interlocuteurs qui seront ciblés pour cette équipe d'anesthésistes, pour la prise en charge de ces patients, et puis bien sûr la collaboration avec les parents qui sont toujours très impliqués dans ce contexte. Très rapidement, parce que j'ai quasiment plus de temps, la douleur chronique, c'est le dernier point d'impact. La prévalence, elle est importante, elle est souvent ignorée, elle est comme chez l'adulte, ça va jusqu'à 50%, bien sûr, ça dépend des études. Là encore, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, pour l'adulte, c'est la même chose. Le médecin anesthésiste réanimateur, il est central dans la prévention à toutes les étapes, pré, péri et post. Chez l'enfant, il faut surtout avoir conscience que ça existe et il faut sensibiliser les praticiens, les médecins généralistes par exemple, ou les pédiatres au dépistage de cette douleur post-opératoire et donc organiser le suivi et la prise en charge. Voilà. J'ai quand même dépassé. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc merci. Je vais prendre la petite flèche. Merci de cette participation à cette journée de médecine périopératoire. On va faire le grand écart après la pédiatrie. On va s'axer sur le sujet âgé. On a déjà dit un certain nombre de mots ce matin. Et notre
ambition coordonnée par Serge Moliec, c'était de faire un peu la prospective de ce qu'il y a aujourd'hui, comment est-ce qu'on envisage le soin périopératoire du sujet âgé demain. Et pour ça, on a réuni autour de la table un certain nombre de collègues gériatres du CNP de gériatrie, ainsi que des collègues chirurgiens, en particulier la chirurgie orthopédique, puisque c'est fait partie des chirurgies et des spécialités chirurgicales qui sont depuis un certain temps très enclinte à s'occuper du sujet âgé et à ses problématiques. Donc vous le savez, le constat, il est clair. La population âgée augmente. Elle représente aujourd'hui près de 30% de la population à plus de 65 ans. Et c'est déjà aujourd'hui aux États-Unis et bientôt en France, plus de 50% des patients opérés ont plus de 65 ans. Donc on a ce constat qui est le patient âgé va venir au bloc opératoire. Et pourtant, il y a Frédéric Aubrin qui est ici. Pourtant, on a assez peu de recommandations formelles sur le sujet, avec simplement celle-ci, qui est cette RFE de 2017, sur la fracture de l'extrémité supérieure du fémur. Or, le sujet âgé représente un sujet fragile, vulnérable, c'est les termes aujourd'hui consacrés, et pourtant ces définitions de fragilité, de vulnérabilité sont des définitions gériatriques et qui font appel à la réserve fonctionnelle du patient, au risque de perte d'autonomie, et qui va concerner à la fois les comorbidités, le risque de perte musculaire et de fragilité musculaire, et le risque cognitif avec la problématique de la démence ou préopératoire ou du délirium post-opératoire qui est fortement corrélé à de la mortalité ou de la morbidité post-opératoire. On le sait, et l'anesthésiste aujourd'hui doit savoir identifier les critères de fragilité du sujet âgé. On sait que ce sujet fragile va avoir un parcours périopératoire avec beaucoup plus de risques de mortalité par rapport au même sujet robuste pour un même type de chirurgie. Donc l'identification, le phénotypage de ce patient entre robuste, préfragile et fragile est important à déterminer dès la consultation. Et ça, c'est probablement un axe sur lequel l'anesthésiste doit pouvoir évoluer. Et puis le deuxième élément fort, c'est que ces sujets âgés cumulent des comorbidités. Pour une chirurgie majeure, il suffit d'une comorbidité pour avoir un risque de complications qui atteint 35%. Donc souvent, ils n'en ont pas qu'une, ils en ont plusieurs. Donc le risque de complications post-opératoires du sujet âgé augmente d'autant en post-opératoire. On a essayé, en discutant, de déterminer un petit peu quel est le profil et le parcours périopératoire idéal du sujet âgé. Il faut repérer la fragilité. Ça, c'est peut-être notre métier ou celui du chirurgien, d'essayer d'avoir des outils de screening de la fragilité préopératoire. Ensuite, si on a détecté ce patient âgé, et on a aujourd'hui des outils simples comme le Clinical Frailty Scale, qui est cette petite échelle représentée en haut à droite, qui a beaucoup été utilisée au moment du Covid pour les admissions en réanimation. Une fois que ce patient âgé fragile est identifié, il faut l'optimiser. Et pour ça, ça passe probablement par une évaluation gériatrique qui n'est pas standardisée, les gériatres n'aiment pas ça, qui est une évaluation gériatrique approfondie pour faire le tour finalement de ce patient, de cette cartographie du patient, pour essayer de définir les risques périopératoires. Une fois qu'on a ça, peut-être que c'est le moment de se réunir ensemble et de proposer le meilleur parcours périopératoire au patient en discutant le bénéfice-risque de la chirurgie. Est-ce qu'il faut aller à la chirurgie ou pas? Ça peut être aussi l'ouverture vers des soins autres, non chirurgicaux. Comment l'optimiser et comment anticiper le parcours post-opératoire? On a une panoplie de parcours post-opératoire entre le domicile, le SMR, l'EHPAD, si jamais il est institutionnalisé, ou le domicile avec des aides. Tout ça, c'est partagé. Et nous, le proche du sujet âgé, c'est sa famille. Il faut inclure la famille dans ce parcours de soins. Alors, est-ce que c'est possible aujourd'hui et quelles sont nos limites? On voit bien qu'on a un certain nombre de limites. Si on veut des gériatres pour faire ces examens gériatriques approfondis, il en faut beaucoup. Donc, il faudrait massifier les internes formés. Ce qui va poser, ce qui n'est peut-être pas aujourd'hui la préoccupation des tutelles, mais c'est un vrai sujet qui est sur la table. Il faut spécialiser les gériatres. La gériatrie du périopératoire n'est pas la gériatrie médicale. Et derrière, il va falloir définir le meilleur modèle de prise en charge pour avoir un parcours moderne. Pour nous,
c'est aussi de se former à la spécification gériatrique. C'est identifier des phénotypes, savoir scorer le patient et déterminer le risque. Est-ce qu'il y a des risques spécifiques dans le parcours que l'on attend du patient? Et c'est savoir mieux qui adresser au gériatre. C'est peut-être avoir des aides en disant tel patient nécessite d'aller voir le gériatre, soit en pré, soit en post-opératoire. Tout ça pour avoir des actions d'optimisation. Et sur le plan chirurgical, on a la même problématique, c'est l'identification, la culture générale autour du sujet âgé et surtout la chronologie. Le chirurgien a besoin, pour planifier son intervention, de savoir combien de temps va prendre cette optimisation du préopératoire. Et donc cette concertation ensemble, ce calendrier, il est important à définir ensemble lorsque l'on prend en charge un patient très âgé, avec des difficultés. La difficulté identifiée, c'est la chirurgie urgente du sujet âgé qui pose là encore tout un tas de problématiques dans la prise en charge. L'enjeu, c'est d'éviter la perte d'autonomie. Ça, c'est un vrai enjeu collectif. C'est de l'opérer rapidement et éviter la perte d'autonomie. C'est travailler sur des algorithmes de prise en charge et peut-être travailler sur ces équipes expertes du sujet âgé dans le cadre du patient opéré. Karine. Merci Morgane. Donc moi, j'ai la mission de vous parler d'un sujet qui nous anime depuis 18 ans à peu près, qui sont les actes interventionnels dans certains domaines. 18 ans est un symbole. Dans ce domaine-là, on va voir que c'est surtout le symbole des questions. Et depuis 18 ans, ce périmètre de la médecine interventionnelle, il s'est largement élargi. On utilise ce moyen pour des activités diagnostiques, mais aussi des activités thérapeutiques. Les indications se multiplient en hépato-gastro, en radiologie interventionnelle, en pneumologie interventionnelle, en cardiologie interventionnelle. Et globalement, si on reprend simplement ces sujets, radiologie interventionnelle, on a tous en tête les dernières indications sur le rein, sur le foie, sur les os, sur le sein, la radiologie interventionnelle vasculaire, les angioplasties, les fibromes utérins, prostate, les varices pelviennes maintenant, l'ostéose articulaire, avec tout ce qui est vertébroplastie, les radiologies interventionnelles biliaires également, avec les TIPS. Autant vous dire, énormément d'indications. Ce qui est particulier avec la radiologie interventionnelle, c'est qu'en général, les patients sont adressés par un premier médecin, un radiologue, qui parfois le voit le jour de l'intervention, et nous allons l'évaluer un petit peu avant. Donc c'est souvent un ménage à 3, contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire avec les chirurgiens, où c'est plutôt des échanges en binôme. Là, c'est souvent on travaille à 3, et on a 2 types de population, soit quelqu'un d'extrêmement jeune, qui n'a pas beaucoup d'antécédents, mais parfois, on dit on va aller à la radiologie interventionnelle parce que le risque chirurgical est un petit peu élevé. Donc, on a des patients qui peuvent être très lourds. Et la question qui va souvent se poser, c'est dans ce parcours, si on le fait avec l'équipe d'anesthésie-réanimation, le père opératoire, mais sur ces malades, depuis ce matin, on parle de préhabilitation, d'ambulatoire, de parcours douleur, qu'est-ce qu'on peut leur proposer aujourd'hui ? Ce sont des patients qui n'ont pas encore emprunté tous ces parcours et peut-être que c'est des questions qu'il est temps de se poser. Et puis, il y a également énormément d'actes. Et parfois, les radiologues font le choix de prendre en charge ces patients sans nous parce qu'on ne peut pas assumer tout le jour de la présence, peut-être. Et donc, ils nous demandent de faire des conventions. Mais est-ce qu'on répond au confort du patient ? Et comment on traite ces complications si on fait un peu le focus de ces défis de la radiologie interventionnelle? Probablement qu'on va devoir travailler sur l'optimisation préopératoire. Où en sommes-nous du confort? Parce que je pense que le confort pendant la procédure est quelque chose que l'on doit aux patients. Mais comment l'assurer dans de bonnes conditions? Comment on parcourt douleur en malade interventionnel? Est-ce qu'on a optimisé les solutions? Quelle est la détection des complications spécifiques à domicile? Quel est le médecin référent? Globalement, ce qu'il va falloir probablement travailler dans les mois, les années à venir, c'est cette coordination entre le médecin qui adresse, le médecin qui fait, nous, l'anesthésiste réanimateur qui accompagnons. Comment on se coordonne? On a parlé ce matin de responsabilité.
Aujourd'hui, probablement qu'il y aura des groupes de travail pour se pencher sur cette question et mieux la cerner. Si on prend la cardiologie interventionnelle, il y a 2 domaines, la rythmologie et la cardiologie structurelle. Donc là, la particularité elle est un peu différente. Les cardiologues vont suivre leurs patients au long cours et ils vont être des professionnels du traitement anticoagulant, des antiagrégants plaquettaires, de la volémie, des bêta-bloquants. Mais nous, en tant qu'anesthésiste réanimateur, on a aussi une évaluation à faire et on voit que certains vont être plus dans le traitement antidiurétique et l'évaluation préopératoire. Donc, il va y avoir nécessairement un discours très étroit entre le cardiologue et nous. La question, c'est toujours anesthésie générale, sédation, quel parcours? Est-ce qu'on le fait avec, on le fait sans l'anesthésie-réanimation? Et quand on le fait sans, quel confort, quelle douleur, quelles complications, quelle procédure mettre en place? Quel est notre rôle, notre place quand il n'y a pas initialement la place de l'anesthésie-réanimation? Si on prend un autre parcours, l'hépatogastro-entérologie, c'est exactement la même chose, 2 domaines, le tube digestif, la sphère biliodigestive, diagnostic thérapeutique. Eux, c'est pareil, ils connaissent très bien leurs patients, ils les suivent au long cours, ils vont faire le geste. Et nous, on a comme rôle en préopératoire de les évaluer. Et toujours, si on applique le même raisonnement que depuis ce matin, les patients sont dans des parcours RAC, des parcours ambulatoires. Aujourd'hui, on sait très bien que dans les UK, tous les patients d'hépatogastro ne passent pas dans les UK, ils ne bénéficient pas de ce suivi, de cet environnement sécuritaire et qualité des soins. C'est un environnement qui est différent et probablement que ce parcours se discute. Alors globalement, si on reprend un petit peu les défis de la médecine interventionnelle en cardio et en hépatogastro, aujourd'hui, ce qui se passe, ils sont hospitalisés en général en hôpitaux de semaine, en hospitalisation conventionnelle, et ce sont les opérateurs qui vont les gérer. Quand il y a une complication, ils font appel aux soins critiques et donc on va intervenir avec eux. Mais dans tout ce qui est HDJ et services ambulatoires, quand on parle chirurgie ambulatoire, paramètres, suivi, tableau de bord, souvent ces patients, ils n'apparaissent pas. Et probablement que c'est un point qu'il va falloir travailler avec nos collègues et c'est ce point-là qui avait été discuté au cours des échanges pour préparer cette intervention. Alors aujourd'hui, la médecine interventionnelle, nous, anesthésistes réanimateurs, nous sommes au point des échanges, on échange avec tout le monde. Il y a 2 points, 2 questions qui restent en suspens. C'est en opératoire, le confort. Aujourd'hui, toutes les indications augmentent. Il y a une demande qui n'arrête pas de croître. Quelle coordination avec l'anesthésie-réanimation, post-médecine péropératoire? Bon, s'il y a une anesthésie générale, la question est simple. En revanche, si c'est une sédation, qui fait la sédation? Quelle gestion de l'éjec? Comment on s'organise de façon réglementaire? Et le deuxième point, qui est très transversal sur cette médecine interventionnelle, c'est les parcours. Est-ce qu'on propose de flécher ces patients sur les UK, on les paramètre, on les suit sur les tableaux de pilotage comme on fait pour les autres actes chirurgicaux. Si on les fait en RAC, où ils sont hospitalisés, qui les prend en charge. Les parcours sans intervention de la spécialité ARMPO, per procédure, il faut quand même qu'on travaille ensemble, probablement des protocoles, qui surveillent, qui appellent, comment on appelle, comment on intervient en interface. Et pour les patients qui sont hospitalisés, entre médecins référents, interventionnistes, ARMPO, quelle responsabilité, quelle organisation? Voilà, en fait, je n'ai fait que vous poser des questions qui sont, après 18 ans, peut-être le moment d'intervenir et de réfléchir tous ensemble. Et je crois que la discipline est mûre aujourd'hui pour participer à ces réflexions. C'est bon, j'en ai un. Bien, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Ça ne fonctionne plus. Ah, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Bon, voilà, ça refonctionne. Donc, moi, je vais vous parler de la réhabilitation améliorée en soins critiques. Alors, évidemment,
Médecine opératoire, c'est après le bloc opératoire, c'est ce qu'on a vu dans les services, peut-être avec la ville, etc. Mais c'est aussi une part importante de notre métier d'anesthésiste réanimateur, c'est les soins critiques. Et même si c'est un petit nombre de patients qui vont passer finalement en soins critiques, c'est quand même des patients lourds, de plus en plus nombreux quand même actuellement. On sait que le nombre de lits de soins critiques a augmenté ces dernières années. Et la philosophie du patient de la prise en charge du patient de soins critiques a complètement évolué par rapport à moi quand j'ai commencé. Je commence à vieillir un peu. Et le patient de soins critiques de quand j'ai commencé et maintenant est complètement différent. Déjà, va falloir prendre en compte 3 problématiques qui vont se poser sur des patients en dehors des soins critiques, mais principalement aux soins critiques. C'est la douleur, l'agitation et le délirium. En sachant que ces 3 composantes sont souvent liées. Si on ne s'occupe pas de la douleur, le patient va souvent être agité et douleur plus agitation vont conduire au délirium, ou la douleur va conduire au délirium et puis à l'agitation, etc. Donc tout est intriqué. Donc en un, il va d'abord falloir l'évaluer. Donc comme il y a de plus en plus de patients qui seront réveillés, on le reverra après, moins de sédation, on va être plus confronté à ces 3 problématiques. Une fois qu'on l'a évalué, il va falloir évidemment le traiter. Et le traiter, c'est pas comme on faisait avant, c'est-à-dire on envoie un grand shoot d'anesthésique et puis le patient se réveillera dans 3 jours. C'est le traiter efficacement pour que le patient reste éveillé, mais dans de bonnes conditions. Et surtout, plus que de le traiter, il va falloir le prévenir, c'est-à-dire éviter au maximum que les patients rencontrent ces 3 problématiques que vont être la douleur, l'agitation et le délirium. Et on va voir que ça passe par la réhabilitation améliorée des patients et donc changer complètement le paradigme que moi j'ai connu il y a 25 ans. Notamment pour ce qui est de la ventilation. Les patients étaient beaucoup plus sous ventilation mécanique, quand moi j'ai commencé. Beaucoup de ventilation invasive, peu finalement contrôlée avec peu de patients qui récupèrent une ventilation spontanée, c'était prolongé. Et puis de plus en plus, on a changé pour de la ventilation non invasive et protectrice, que ce soit en prévention d'une intubation, pour éviter qu'on ait les patients intubés qui nécessitent évidemment une sédation, puisqu'un patient intubé ventilé va mal supporter le ventilateur souvent s'il n'est pas sédaté. Alors maintenant, on arrive à mieux leur faire supporter, mais souvent à l'époque, il fallait les sédater pour ça. Et puis, on va aussi utiliser cette ventilation non invasive protectrice pour éviter de réintuber le patient en post-extubation. Et donc éviter les traumatismes et donc les agressions successives. Et on voit notamment dans cette étude la différence entre l'oxygénation nasale au débit et une thérapeutique conventionnelle pour le risque de réintubation. Mais il y a aussi la mobilisation précoce. Moi, j'ai connu le gisant il y a 25 ans. Le patient endormi, les bras croisés, qui ne bougeait pas, voire curarisé. Et donc évidemment, on était tranquille. Les infirmiers, les médecins, tout le monde était peinard. Le patient pionçait, et puis on verrait plus tard. Puis il y avait plein de machines partout, donc ça faisait très peur. Donc il fallait qu'il dorme pour pas qu'il bouge. Maintenant, on va le voir, il bouge même avec les machines. Alors déjà, même endormis, on va les mobiliser. On va les faire pédaler en passif, même quand ils sont des fois en sédation profonde. On va après les mobiliser, les lever, les mettre au fauteuil. Donc ça, c'est très important parce que ça évite énormément de pathologies qu'on a connues. Donc on est passé du gisant sportif et on voit même régulièrement les patients marcher dans le couloir maintenant en réanimation, et ça ne surprend plus personne, même quand ils sont des fois avec des machines de support d'organes. Mais évidemment, il faut prévenir aussi beaucoup de ces inconforts qui vont conduire à ce qu'on a vu au départ, c'est-à-dire la douleur, mais surtout le délirium et l'agitation. On le sait, il y a beaucoup d'agressions de toutes parts sur le patient de soins critiques. La lumière, le son, le froid, les réveils intempestifs, etc., etc. C'est le monsieur qu'on voit là-haut, hein, que j'ai généré par intelligence artificielle. Et évidemment, l'intérêt, c'est de passer à celui qu'on voit en bas,
c'est-à-dire la lumière naturelle, peu d'agression extérieure. Et dans l'étude de Pierre Calfon, ça avait bien été montré l'importance de toutes ces agressions extérieures sur le patient qui, évidemment, favorisent l'agitation, favorisent le délirium. Et à la fin de tout ça, douleur, agitation, délirium, ça conduit à une augmentation très importante du syndrome post-réanimation et du syndrome post-traumatique qui vont avoir des conséquences à moyen, court, moyen et long terme chez le patient, et ce n'est pas négligeable. Hein. Ça veut dire des fois pas de reprise de l'activité, pas de reprise de métier, d'activité, etc., ce qui est très important. Et puis surtout, les soins critiques, c'est pas juste le médecin tout seul, pas juste l'anesthésiste, réanimateur tout seul, c'est une équipe. Et c'est une équipe où tout le monde a son rôle dans la réhabilitation améliorée et précoce du patient de soins critiques. Il y a évidemment le médecin, ça c'est sûr, parce que c'est lui qui va prescrire des sédations, des intubations, etc. Et donc c'est lui qui doit se freiner, hein, less is more, moins on en fait, mieux c'est. Mais il y a aussi évidemment les infirmiers qui sont au pied du malade, les aides-soignants qui vont servir à la mobilisation, les kinésithérapeutes, c'est primordial. Nous, on est très très proche de l'équipe de kiné qui est extrêmement investie dans la réhabilitation, faire du sport, lève des patients, les fait marcher, etc. Et puis les diététiciennes pour reprendre une nutrition correcte. Voilà, c'est un vrai travail d'équipe, tous tournés dans le même sens, dans la même direction, c'est-à-dire réhabiliter au plus tôt le patient pour éviter toutes les complications de décubitus dorsal. Et puis la réanimation, actuellement, c'est même ça. C'est-à-dire, vraiment, le futur est déjà là. André, très bien, André. On va marcher, on va faire quelques pas si vous voulez bien. De quoi avez-vous été opéré, André? De la valve aortique. Très bien. Est-ce qu'on vous a ouvert le thorax pour ça? Oui, sur 7 cm. Sur 7 cm, donc c'est une petite incision. Voilà. Comment s'est passée votre chirurgie, votre période post-opératoire? Écoutez, très bien, parce que je l'ai très bien supporté. Ok. Du fait que vous voyez que je suis là avec vous. Et c'était quand, votre chirurgie? C'était il y a 48 heures. Et donc en 48 heures, vous marchez dans le couloir? Voilà, exactement. Parfait. Je me déplace tout seul, je vais aux toilettes tout seul, je fais des activités tout seul. Super. Voilà, le but des soins critiques, c'est d'arriver à ça le plus vite possible. Merci. Bonjour à tous. Je suis ravie de parler avec vous aujourd'hui du coup de la médecine périopératoire en situation d'urgence. Je vais clore la présentation de notre groupe de travail. Merci pour l'invitation et merci à Serge Molieix et Pierre Bouzet en particulier. Donc pour parler de la médecine en situation d'urgence, on a réparti ça en 3 piliers. Ces 3 piliers, c'est donc l'accueil du traumatisé grave, où le médecin anesthésiste réanimateur va coordonner la prise en charge avec à la fois les spécialités médicales et chirurgicales. Selon une enquête du comité acute, c'est du coup le MAR qui sera responsable de cette prise en charge dans 90% des cas, avec en parallèle un rôle dans les activités de gestion des réseaux de traumatologie régionaux, de formation et de recherche. Ensuite, les situations sanitaires exceptionnelles, SSE, où on va être amené à prendre en charge les blessés critiques. En cas d'afflux massif de victimes, on va coordonner la gestion des plans blancs, le triage médical et intervenir aussi pour le risque NRBC. Et enfin, les urgences vitales intra-hospitalières que je vais vous détailler un petit peu plus précisément, où on va intervenir dans à peu près tous les services de l'hôpital, que ce soit pour les services de médecine, en service de radiologie et de dialyse. Donc un petit état des lieux des urgences vitales intra-hospitalières. Donc on va voir ensemble quel levier d'action on a pour progresser dans ce domaine. Donc quand j'ai commencé la médecine dans les années 90, c'était le début du coup de ces équipes de réponse rapide, avec en parallèle le terme de failure to rescue, c'était l'échec ou le retard quant à l'intervention suite à la détérioration de l'état clinique d'un patient. On sait que ces signes de détérioration, ils arrivent en moyenne 6 heures avant l'arrêt cardiaque. Et ils vont concerner quand même 3 à 9% de patients hospitalisés. Donc le but, c'est de
de diminuer l'incidence de ces arrêts cardio-respiratoires, de diminuer la mortalité évitable. Donc on a défini des critères d'alerte qui sont classiquement rangés selon 3 organes, respiratoire, hémodynamique et neurologique. Respiratoire, donc par exemple pour le CHU de Marseille, 43% des appels concernent l'organe respiratoire, donc qui comprend à la fois les voies aériennes et les poumons, 31% pour l'hémodynamique et 22% pour le neuro. Il y a cette étude de Conrad dans les années 2010, donc qui a utilisé pareil les organes, donc les 3 premiers représentent le respiratoire, puis hémodynamique, neurologique. Et il a du coup comparé ces critères selon que les patients soient d'origine médicale ou chirurgicale. Donc la principale différence, c'est pour la saturation inférieure à 90%. Mais sinon, les critères sont les mêmes pour tous les patients de l'hôpital. Les critères, c'est que ça doit être des critères qui soient simples, sensibles et qui soient explicitement affichés dans la structure. Le dernier petit critère qu'on voit, raw reads, du coup, c'est l'inquiétude du personnel qui rend compte de la difficulté à quantifier le teint cireux de notre patient. On retrouve assez souvent d'autres critères comme l'oligurie, des valeurs extrêmes du bilan bio ou de la fièvre. Donc, s'il y a certains centres pour lesquels un seul critère suffit pour déclencher l'intervention des équipes de réponse rapide, il y a d'autres pays, en particulier l'Angleterre, qui utilisent des scores comme le MUSE, qui est le Modified Early Warning System, qui utilise plusieurs paramètres. L'organisation de ces urgences vitales donc, varie selon les pays. En Angleterre, ce sera un infirmier qui va gérer ces équipes de réponse rapide dans la plupart des cas. C'est le cas aussi aux États-Unis. En travaillant sur ce sujet, j'ai découvert le terme d'inhalothérapeute. En Amérique du Nord, du coup, c'est un soignant qui, intervient en cas de détresse cardio-respiratoire et a des compétences qui vont des aérosols jusqu'à l'intubation, à la ventilation, qui est chargé, du coup, avec l'infirmier de ces équipes de réponse rapide. Et le médecin, donc c'est le cas en Australie, là où ces équipes elles ont été créées initialement, aussi en Europe du Nord et chez nous, donc il va faire pleinement partie de ces équipes. À chaque fois, on retrouve des rôles additionnels, les rondes proactives, donc c'est par exemple quand on effectue les services en commun avec les services de chirurgie, ou la formation à la détection des signes de dégradation via par exemple des exercices de simulation. Le rôle central de l'anesthésiste réanimateur, donc il y a certains éléments qui ont été abordés par le groupe de travail de Vincent Desgosses ce matin, ou par même mon propre groupe avec Morgan juste avant. Ça rappelle le rôle transversal qu'a le médecin anesthésiste réanimateur dans toute la chaîne de survie du patient, avec initialement la surveillance. Donc si on choisit d'hospitaliser un patient en unité de surveillance continue après l'avoir vu en consultation d'anesthésie, la détection avec les critères d'alerte qu'on a vus juste avant, la transmission avec par exemple l'utilisation de biocapteurs. Donc c'est ces 2 étapes qui seront le plus à même d'être bouleversées ensuite par les apports de l'intelligence artificielle. Au milieu de la chaîne, le MAR, du coup, qui est prévenu et qui sera ensuite le plus à même pour orienter notre patient en chirurgie s'il y a une prise en charge chirurgicale qui est nécessaire, en unité de surveillance continue, en réanimation, ou bien même poser une décision de l'ATA après discussion collégiale. Quel levier on a pour diminuer l'incidence de ces arrêts cardio-respiratoires ? On les a séparés en 2 avec la prévention primaire, prévention secondaire. Prévention primaire, du coup, agir en amont de la dégradation. On a à notre disposition plusieurs scores qui ont été un petit peu abordés avant, avec les scores de fragilité, le SORT, qui est le Surgical Outcome Risk Tool, qui prédit la mortalité à 30 jours. Le lit clinique, qui est facile et robuste, qu'on utilise facilement dans notre pratique quotidienne, de même pour le score ASA, et simplement la biologie, l'examen clinique pour évaluer les comorbidités de notre patient, sa dénutrition, ou doser les marqueurs cardiaques. En prévention secondaire, ça c'est un petit peu plus propre aux urgences vitales, comment réagir au plus vite après la dégradation. Donc on a les critères d'alerte qu'on a vus juste avant, l'utilisation de biocapteurs. Donc on a maintenant de plus en plus de données qui sont à notre disposition,
Il faut maintenant les prendre en compte et intervenir via par exemple des algorithmes décisionnels. Donc il y a le Early Warning System qui est un système décisionnel pour déclencher les équipes de réponse rapide. Et enfin, il faut du coup une équipe dédiée avec un temps dédié pour réagir à ces urgences. Et un numéro unique. On sait que la multiplicité des numéros nuit à l'efficacité de ces équipes de réponse rapide, d'où l'importance d'avoir un seul numéro par structure. Il y a aussi un projet de numéro unique européen qui sera le 2222, voire mondial dans les années à venir. Et là, cette équipe du coup de Jones, en 2010, a aussi introduit le concept de dose. Plus on va réitérer ces appels pour déclencher les équipes d'urgence rapide, de réponse rapide, plus on va diminuer l'incidence des arrêts cardiaques. On a vu du coup ensemble les 3 piliers de la médecine d'urgence, avec déjà des rôles qui sont établis pour l'accueil du patient traumatisé, les situations sanitaires exceptionnelles. Ce qui reste encore à travailler, c'est les urgences vitales qui sont un enjeu majeur, puisque tous les hôpitaux sont concernés, avec une organisation qui va dépendre de la taille et de la structure, qu'elle soit privée, publique. Ensuite, la valorisation de cette activité, donc ça sera la transition pour la présentation qu'on va avoir à venir, qui est nécessaire pour continuer. Et enfin, formation, communication, qui sont du coup deux composantes essentielles qu'on a revues à toutes les étapes de la prise en charge de notre patient, et auxquels nous sommes en train de participer ensemble aujourd'hui. Merci. Donc il me revient la charge d'essayer de conclure et de faire une synthèse de ces 5 présentations différentes. J'ai choisi de vous présenter quelque chose que vous n'avez jamais vu, cette timeline. Je voudrais quand même rajouter quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, sur la partie extrême de la flèche, on est dans la réduction du risque, la morbimortalité, mais plus uniquement. Ça, c'est quelque chose qui est apparu ces dernières décennies. On est dans la recherche du confort, de la satisfaction du patient, et à terme, une fois qu'on les a pris en charge, d'un maintien de l'autonomie et de la qualité de vie, voire même d'une amélioration. Notre métier a bougé. Initialement, on s'est focalisé sur l'interventionnel, le cœur du réacteur. On a amélioré nos pratiques, on a réduit les risques. Aujourd'hui, l'attention s'est déplacée sur le pré-interventionnel et sur le post-interventionnel. Et les situations particulières que nous venons de voir n'échappent pas à cette règle. Tout d'abord, la mise en page a un peu souffert. Je suis désolé, je m'en excuse. Que ce soit pour les âges extrêmes, pour la médecine interventionnelle, l'objectif, c'est de sélectionner les patients pour les préhabiliter au sens large, pas uniquement le trépied classique, nutrition, neuropsy et activité physique, mais c'est une préhabilitation large dans un objectif de réhabilitation améliorée après la chirurgie ou l'acte interventionnel, de gérer l'éligibilité à l'ambulatoire. Et pour ce faire, on intervient avec un certain nombre d'interlocuteurs. Ces interlocuteurs, ces objectifs sont les mêmes en préopératoire qu'en post-opératoire. On a les mêmes et on va poursuivre la réhabilitation améliorée après la chirurgie. L'interventionnel, vous allez me dire, l'interventionnel, on a posé via Karine une véritable question. Aujourd'hui, une grande majorité, et demain encore plus, de patients vont bénéficier d'actes de médecine interventionnelle du fait de la multiplication des indications, de la sophistication des technologies. Faut-il qu'ils soient laissés à l'abandon? Réponse non. Il en va de leur confort, parfois de leur sécurité. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut mesurer? Il y a des initiatives individuelles, non coordonnées, avec des réponses qui sont disparates. On n'utilise pas les mêmes produits pour faire de la sédation procédurale quand nous ne sommes pas présents en salle en fonction de l'endroit où vous faites cette sédation. On n'a pas forcément les mêmes algorithmes, on n'a pas les mêmes réponses à tout ça. À notre sens, il est urgent que notre société savante, notre CNP, se pose la question comment répondre aux besoins de ces patients. Et ça passe par une réflexion commune avec ces sociétés savantes pour définir ce qui est de notre ressort, les choses où on peut se mettre d'accord pour répondre aux besoins des patients avant tout. Ce schéma, cette réhabilitation améliorée, elle est aussi valable pour les soins critiques, avec un certain nombre d'intervenants, mais
Si l'on considère la réanimation en soins critiques, la réanimation et les soins critiques comme du poste interventionnel, il ne faut pas oublier ce qu'a évoqué Olivier, c'est que ça vient après les deux autres éléments, pré- et opératoire. La préhabilitation vient d'en parler. Concernant les soins critiques, on va avoir, du fait du vieillissement de la population, et en particulier pour les sujets âgés, une question à nous poser, c'est la sélection et l'orientation de nos patients. Aujourd'hui, qui doit bénéficier de la réanimation, qui doit bénéficier des soins critiques, en particulier chez les sujets âgés? Ça, c'est une véritable interrogation. L'optimisation péropératoire, c'est le cœur du réacteur. On le met en place et ça permet d'arriver très facilement à la réhabilitation améliorée. On retrouve un positionnement transversal aussi dans les situations d'urgence qui restent notre apanage. On ne va pas s'éterniser sur le déchocage, des situations sanitaires exceptionnelles où tout est, on va dire, militarisé, parfaitement codifié. Les urgences intra-hospitalières, vitales et non vitales, aujourd'hui c'est un vrai enjeu. Je vous rappelle le travail de Pierce 2012, la mortalité péropératoire précoce relativement faible, les gens font des complications et décèdent à distance dans les services. Donc il faut que l'on ait la capacité, si on veut réduire la mortalité intra-hospitalière, d'aller diagnostiquer ces complications le plus précocement possible. Qui est le mieux placé pour le faire? Comment on le fait? Ça, c'est des interrogations auxquelles nous allons devoir, en termes de spécialité, répondre à l'avenir. Et ça, c'est un point qui est essentiel. Donc si l'on devait résumer ces situations particulières par 4 mots-clés, ces mots-clés, c'est celui qui est commun à tout ce que l'on voit depuis ce matin, c'est la transversalité. Le deuxième mot-clé, c'est la collaboration interprofessionnelle. Et là, on a lâché une bombe. Si on veut travailler en équipe, il faut qu'on s'organise. Et là-dessus, on est toujours perfectible et c'est probablement ce qui est le plus difficile à faire. Et le corollaire de l'organisation, c'est quoi? C'est le timing. Le timing, parce que c'est lui qui va tout déclencher. On peut parler de préhabilitation pendant des heures. Si on n'est pas capable de définir à quel moment il faut initier les choses, eh bien on voit des patients 15 jours après le chirurgien, 15 jours avant l'intervention, et quand on veut préhabiliter, il nous manque du temps. Donc il faut qu'on revoie tous nos schémas d'organisation pour mettre en place cette médecine périopératoire et la rendre la plus efficiente possible. Ça, c'est le plus gros de nos défis, à mon sens. Et pour conclure, je voudrais surtout remercier les CNP et les sociétés savantes qui, quand nous les avons sollicités, nous ont détaché des collègues pour participer à notre réflexion. Ils nous ont aiguillés, parfois aiguillonnés, de temps en temps recadrés, mais ils ont toujours été d'une grande aide pour essayer de mettre en perspective ce que nous venons de vous présenter, qu'ils en soient chaleureusement et unanimement remerciés. Merci de votre attention et nous sommes à votre disposition pour échanger. Le postprandial est toujours difficile. Un petit effort. Bonjour, Lionel Batteste, PH à Lyon. Est-ce qu'on a une idée de la morbidité post-interventionnelle? Ça ne doit pas être la même qu'après une chirurgie, j'imagine. Karine, tu veux répondre? Oui, je crois qu'il n'y a pas on n'a pas beaucoup de données, hein, parce comme on ne pilote pas, comme on a très peu de... Par exemple, le nombre de réhospitalisations, on n'a pas. Le nombre de passages en ambulatoire en pourcentage, on n'a pas. Enfin, moi, en tout cas, je ne les connais pas. Donc, quand vous voulez savoir votre taux de pourcentage en chirurgie, vous avez Visushir. Quand vous regardez Visushir, il n'y a pas de données. Hein? Ça va venir, mais c'est pour le moment, on les a pas. Donc, c'est probablement des données qui nous manquent un petit peu. Peut-être qu'il y en a dans certaines séries, mais je n'ai pas fait la série exhaustive de chaque intervention. Il y en a peut-être, mais je ne les connais pas. Oui, bonjour. D'abord, merci de nous avoir conviés à ces réunions de travail qui étaient vraiment très enrichissantes. On a beaucoup apprécié cet échange et on a beaucoup appris. Moi, je voudrais juste revenir sur la partie gériatrique. Bien sûr, partage complètement ce que vous avez dit. Je crois qu'il y a une chose importante, c'est ce qu'on a dit aussi ce matin, c'est que c'est le chirurgien qui est la porte d'entrée du patient dans l'hôpital. Et donc, c'est au chirurgien de
avec des moyens simples de dépister la fragilité, de dépister les comorbidités, ça quand même on sait faire. Et après, nous c'est comme ça notre organisation, je ne dis pas qu'elle est mieux qu'une autre, mais ça permet de l'envoyer directement au gériatre, qui a une consultation, qui est le gériatre qui travaille dans notre service. Donc le gériatre revoit le patient, moi je demande à ce que le patient vienne avec les enfants, parce qu'en fait les enfants souvent ne viennent pas à la consultation chirurgicale, et puis quand il y a une complication, ils sortent du chapeau, et là ils sont scandalisés. Donc j'exige qu'ils viennent entendre ce que le gériatre va leur dire, et ensuite il est bien sûr vu par le collègue anesthésiste, et éventuellement il y a un complément encore d'examen, et éventuellement il est pris en charge si le gériatre le juge nécessaire en hôpital de jour pour faire un bilan plus exhaustif. Et après c'est notre gériatre qui va le suivre dans le service. Donc voilà, c'est notre parcours, il vaut ce qu'il vaut, mais il est assez intéressant. Je vous remercie pour votre intervention. Je me rapproche de Judith, notre gériatre du groupe, et qui est déjà intervenue ce matin, parce que c'est quelque chose qu'ils ont mis en place dans leur structure. Quand je parlais de timing, avec un point d'interrogation, c'était celui-ci. C'est qui peut déclencher le plus en amont possible la mise en œuvre de toute cette évaluation préopératoire. Judith, si vous voulez nous faire part de ce que vous avez mis en place dans certains services de chirurgie, qui peut être une réponse aujourd'hui à cette question. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, en fait, c'est ça qui est très important. Donc, c'est le timing. Et c'est vrai que le premier intervenant, c'est le chirurgien. Après, il faut effectivement avoir un travail en collaboration et avoir des bons indicateurs qui permettent au chirurgien de dépister voilà, ce qui pourrait poser éventuellement problème en post-opératoire et donc quand alerter le gériatre. Pour l'instant, on n'a pas encore vraiment de grille, on va dire, qui soit faite. Après, ça dépend de la chirurgie, ça dépend de beaucoup de choses, mais c'est vrai que ce serait bien à un moment, effectivement, qu'on puisse ensemble avoir une espèce de petite checklist qui permet très rapidement de savoir quand est-ce qu'il faut alerter le gériatre. Aujourd'hui, ça reste quand même souvent au moment de la consultation d'anesthésie qu'on est alerté, et effectivement, c'est un petit peu tard. Mais si on travaille bien tous ensemble, pour avoir un parcours optimal, ce serait dès la chirurgie. Et nous, maintenant, à la Pitié, voilà, on commence effectivement, après un certain moment de rodage, à avoir des patients qui sont adressés directement par le chirurgien, sans date opératoire qui soit prévue, justement en disant, voilà, je ne sais pas, est-ce que déjà la balance bénéfice-risque, est-ce qu'on est tous d'accord? Et puis après, deuxièmement, s'il y a des choses à faire en préopératoire, quel est le délai? Et donc on essaye de voir les patients assez rapidement et de recontacter chirurgien anesthésiste très vite, justement pour pouvoir après programmer une date opératoire en fonction de l'évaluation et parfois dans certains cas même décider qu'il ne faut pas de chirurgie. Enfin, donc effectivement, plus on est en amont et plus on discute tôt tous ensemble, plus il y aura un bénéfice important pour le patient. Ouais. Comme je faisais la réflexion à Jean-Michel en aparté, tout le monde n'a pas la chance de travailler à la Pitié. Donc un certain nombre d'entre nous n'ont pas de gériatre sous la main. Donc une des grandes questions aujourd'hui qui se pose, c'est, compte tenu aussi de leur démographie, il va falloir qu'on se mette d'accord avec eux pour sélectionner les patients pour lesquels il y a un bénéfice à leur envoyer. Et en discutant avec Jacques, qui n'a pas pu être là aujourd'hui avec nous, il est clair que si le patient a déjà perdu son autonomie, qu'il n'y a plus rien à préserver, c'est peut-être pas la peine de l'envoyer au gériatre, mais il faut faire tout ce que l'on peut pour réduire la morbidité et le risque péropératoire, si l'indication est confirmée et paraît licite. Je crois qu'il faut intégrer une dimension aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas en capacité, sauf dans des grands centres, de répondre à toutes nos sollicitations. Et toute la difficulté aujourd'hui, c'est quel algorithme on met en place pour cette catégorie de patients, et ça c'est du cas par cas. Parce que votre démographie, on l'espère, sera évolutive, et vous serez à même de voir un maximum de patients à l'avenir, mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et donc, on ne peut que vous inciter à mettre en place cette réflexion à l'échelon local, c'est qui doit bénéficier d'un avis spécialisé. Et ce sera le plus tôt possible, donc ça signifie que probablement c'est nos collègues chirurgiens qu'il faut sensibiliser, mettre en place des systèmes. Après, tout se discute, hôpital de jour, infirmière spécifique qui va faire le CSF en consultation de chirurgie, tout est envisageable. On revient au mot-clé que je vous ai donné, c'est de l'organisation. Qui prend le leadership ? Qui fait la synthèse de tout ça? Quel est le meilleur lieu? Je crois que c'est nos grands enjeux si on veut progresser, parce qu'on peut faire des grandes déclarations, il n'y a qu'à Faucon. Ok, on vient d'en voir depuis ce matin, il faut qu'on fasse tout ça. Si on ne met pas un peu d'organisation au milieu, on aura parlé dans le vide. D'autres points?
une petite réflexion pour Karine sur l'interventionnel. Je crois que la médecine péropératoire sur l'interventionnel peut spontanément inquiéter compte tenu du nombre de patients que ça représente. En revanche, cibler des patients dans le cadre de parcours très intégrés dans la médecine périopératoire, pour être dans un service où on fait de l'œsophage par exemple, clairement on voit bien que la complication, le lien avec les radiologues, le lien avec les endoscopistes, dans le cadre d'une médecine périopératoire, les anesthésistes réanimateurs sont présents là pour le coup dans le service. On voit que là on a des parcours très intégrés où le relationnel avec les différents intervenants est extrêmement important. Après, la deuxième chose, c'est que finalement l'interventionnel, c'est aussi des collègues médecins. C'est-à-dire qu'un cardiologue, finalement, prend en charge le patient avant et après. Et notre rôle dans la médecine périopératoire dans ce contexte-là n'est pas du tout évident et n'est pas du tout en lien avec notre concept et le couple que l'on connaît avec le chirurgien. Donc on voit qu'il faut absolument qu'on identifie des parcours pour tout simplement pouvoir assumer ce qu'on appelle la médecine périopératoire. Et je rejoins Serge sur le fait qu'il faut avoir une organisation et identifier très clairement ces parcours. Tout à fait. Il y a aussi un parcours qui se met en place avec surtout tout ce qui est vasculaire de la femme, où on a eu des discussions qui ont lieu en disant mais en ambulatoire, qui suit le patient, ce sont des interventions qui sont douloureuses. Le radiologue nous dit moi j'ai pas accès à l'UCA. Le médecin anesthésiste dit il n'est pas rattaché à l'UCA de la maternité ou de gynéco-ops. Enfin, et donc certains vont trouver des prestataires qui, pour avoir une valorisation financière, vont laisser un cathé veineux en place. Je crois que là, on est tous là pour se dire, on va réfléchir pour trouver des solutions quand même plus satisfaisantes. C'est plein d'espoir, je suis d'accord avec toi, il y a des filières qui marchent très bien, mais il y a des filières pour lesquelles, aujourd'hui, je crois que c'est le bon moment de se poser la question. Parce qu'il y a des choses qui commencent un petit peu à être en dehors de ce qu'on recommande. On peut formuler ça différemment aussi. Les cardiologues, les gastro-entérologues, ils sont autonomes, ils gèrent leurs patients chroniques. Des fois, ils font de la prestation de service, mais c'est rare. Donc globalement, ils ont moins besoin de nous. Les radiologues, ils sont complètement transversaux, ils font des choses de plus en plus lourdes et ils découvrent des indications qui sont posées par une tierce personne. Eux, ils sont beaucoup plus demandeurs. Et dans la discussion qu'on a eue avec les 3 sociétés partenaires, les radiologues, très clairement, ils ont plus besoin de nous que les cardiologues et les gastro-entérologues dans cette prise en charge périopératoire. Et il faut souvent intégrer ce parcours de patient avec les radiologues dans une prise en charge plus large, avec parfois de la chirurgie au milieu. Et donc quand on va les voir apparaître dans notre scope, il faut intégrer l'ensemble de la stratégie thérapeutique. La radio peut être qu'un élément au milieu d'un parcours plus lourd pour lequel on sera amené à gérer ce patient-là aussi. Et donc, il faut avoir cette réflexion. Il n'y a pas de schéma stéréotypé, mais il faut intégrer tous les éléments dans l'algorithme que l'on construit à l'échelon local. Le problème, toujours pour l'interventionnel, on se retrouve quand même dans les spécialités qui n'ont plus besoin de nous, qui sont des médecins avec une grande qualité de prise en charge du début à la fin, la cardio et la gastro-entérologie, et surtout la cardio. Non, mais surtout la cardio. Pour avoir vécu les deux, je suis passé d'un parcours sécurisé avec une consulte d'anesthésie, une sédation procédurale par un anesthésiste, à médecin-pompier. C'est-à-dire que quand ça se passe mal en coro, c'est le médecin réanimateur qui descend en courant. Et l'avantage qu'on en avait en ayant un peu une vue sur le parcours, le patient était plus sécurisé en cas de procédure avec arrêt cardiaque et difficulté. Voilà, on connaissait déjà le patient. Le propos était de dire cardiologues et gastro-entérologues sont les médecins traitants du patient qu'ils gèrent. Oui. Ce n'est pas du tout de revenir sur des organisations sécuritaires qui aboutissent à ce que tu dis, hein, on est bien d'accord. Donc est-ce que le CNP... Est-ce qu'on peut concevoir qu'il y ait des sédations procédurales sans nous, quoi, la question? Moi, je vous pose la question. Aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe dans le monde, il y a une hétérogénéité de pratiques. Il y a des interdictions d'utiliser le propofol. Je ne sais pas, une volonté de ma part de faire utiliser le propofol à des non-anesthésistes. Il y a des pays qui l'autorisent.
Moi, je suis frappé d'une chose, c'est que j'ai recensé, alors on peut élargir ça à la pédiatrie, j'ai recensé pour la pédiatrie, parce qu'on nous a posé la question, qu'est-ce qu'on a le droit de faire pour faire de la sédation procédurale en pédiatrie? J'ai recensé tous les grands centres français. Il n'y a pas un protocole commun. Et on voit parfois des drogues d'anesthésie utilisées au téléphone. La dernière en date, le réanimateur pédiatrique prescrit à une infirmière du pavillon d'urgence de pédiatrie du gamma-OH. Waouh! Prescription par téléphone. Je pense qu'il est urgent d'aller mettre de l'ordre dans tout ça. Et je pense que c'est notre rôle de société. Et je vous ferai part d'une organisation qui s'est mise en place aux Pays-Bas. Alors, certains ne savent pas ce que c'est que le gamma-OH. Vous regarderez sur Wikipédia. Il n'y a que les gens qui ont des cheveux de ma couleur qui connaissent. Oui, c'est Claude qui faisait la réflexion parce que lui, il sait ce que c'est que le gamma-OH. Il était inquiet pour l'infirmière, à juste titre. À juste titre. Encore qu'on pourrait faire pire. Globalement, l'idée générale sur ça, c'est que d'autres pays, Pays-Bas notamment, ont mis en place des systèmes, alors je n'ai pas dit que c'était à copier, mais qui méritent d'aller regarder un peu plus près, où la sédation est organisée par les anesthésistes réanimateurs, en termes de produits, de personnes habilitées à le faire, de surveillance, et il est hors de question qu'on soit le numéro 15 de l'hôpital. On va être le 22, hein. Pour les plus anciens, il y a un de nos humoristes historiques qui doit sourire. Le 22 à Asnières, ça évoque peut-être quelque chose à quelqu'un. Hein. Même ceux qui n'ont pas des cheveux blancs, ils connaissent. Fernand Reynaud pour les plus jeunes. Fernand Reynaud, le 22 à Asnières, un monument d'anthologie. Le club de l'histoire de l'anesthésie-réanimation n'était pas invité aux États généraux. Ah bon? Peut-être à tort, mais ils n'étaient pas invités, Serge. Après, peut-être que la solution de la sédation pour le confort des patients, on se l'est posé il y a quelque temps, on n'avait pas trouvé de solution. Ça avait généré des discussions peu importantes, enfin, voilà, qui a surtout débouché sur pas grand-chose. Donc aujourd'hui, probablement que c'est le moment de se poser la question. Il y a de plus en plus de patients. Les patients demandent du confort. Et on en a tous dans notre entourage, hein, des gens qui ont subi des actes en disant bon, c'est passé, c'est bien quoi. Donc, il faut qu'on se pose la question et comment on y répond avec les moyens, les méthodes, les équipes que l'on a aujourd'hui. Excusez-moi, je vais peut-être paraître un petit peu un extraterrestre, mais en fait, depuis le début de la journée, j'entends beaucoup parler de maladies. Et moi, c'est peut-être parce que j'ai fait un peu le switch de paradigme et j'entends pas beaucoup parler de santé. En fait, dans notre monde médical, on soigne beaucoup la maladie et je pense que si on prenait un autre paradigme et qu'on essayait de prôner la santé, faire beaucoup justement de prévention pour prôner la santé, on aurait moins de problèmes de complications en post-op. Et en fait, c'est pour ça que je voulais intervenir. Qu'est-ce que vous pensez de, par exemple, les prescriptions vertes pour améliorer l'état de santé des patients en préopératoire? Là, vous parlez des dernières recommandations, enfin des conseils qui ont été donnés sur les prémédications orales au bloc opératoire, c'est ça? Non, c'est vraiment de prôner, pas forcément d'être dans le médicament, mais prenez par exemple des séances de marche ou d'alimentation. Voilà. Moi, je vais vous donner notre point de vue. Il est quand même notre métier, il est technique, il est au bloc opératoire. Depuis quelques années, on sort du bloc opératoire et là, ce qu'on montre, c'est qu'on va sortir du bloc opératoire encore plus en avant et en post-opératoire. Évidemment, le secteur prévention, et moi je suis un féru, le professeur Constantin peut en témoigner, un féru de limiter les addictions, tabac, alcool, favoriser le sport, et c'est pour ça qu'on s'est engagé très fort sur la préhabilitation, parce que probablement que ce sont des éléments de prévention et d'amélioration de la santé. Sauf que nous, on intervient à un moment donné où il y a une indication chirurgicale,
Et on a peu de temps pour agir. On ne va pas refaire l'histoire du patient. Après, tout ce qui est non médicamenteux, on a investi le champ. Je crois que très clairement, la spécialité, l'anesthésie-réanimation et la médecine périopératoire, sur les conditions d'hypnose, sur la prémédication non médicamenteuse, sur l'accompagnement, la réalité virtuelle, sur la respiration, le coping, dans tout ce qui est la préparation, la gestion de l'anxiété. On investit ce champ-là. Il y a des choses que l'on ne peut pas faire et on ne va pas investir toute la santé du patient, parce que la santé du patient, ce n'est pas notre métier. Nous, on intervient sur un moment et on essaye de faire ce qu'il faut pour ce moment-là et optimiser ce moment-là en diminuant les complications. On ne va pas refaire la santé et le soin primaire. C'est d'autres spécialistes qui s'occupent de ça. Mais on investit ce champ-là et je pense qu'avec les gestions, le développement durable, etc., croyez bien que la spécialité, je pense, investit et s'intéresse à ces champs-là. Et avec l'acupuncture, l'auriculothérapie, il n'y a pas de tabou. Il faut des preuves scientifiques, mais il n'y a pas de tabou sur le sujet. Sauf que on ne peut pas tout faire et il faut aussi savoir qu'est-ce qu'est notre mission pour le patient. Il y a une littérature très limitée en gériatrie, pour répondre à votre question. Cette approche-là a été testée, mais pour l'instant, on ne peut pas en parler sur des résultats. Oui, il y a Laure qui voulait intervenir, je pense, non, c'est ça? Oui. Dernière question. C'est pas une question, c'est vraiment une toute petite remarque. Donc moi, je suis cardiologue interventionnel, je fais de la rythmologie, et donc je suis très contente qu'on nous ait proposé de participer au travail pour ces états généraux sur la collaboration avec les médecins anesthésistes pour la médecine périopératoire. C'est vraiment une question qui se pose vraiment tous les jours dans nos spécialités, avec, comme vous l'avez dit, un nombre d'interventions qui est vraiment exponentiel. Et là, effectivement, nous, on s'occupe pas mal de nos patients, on les connaît, on arrive à gérer un certain nombre de choses avant et après. On essaye d'anticiper effectivement les problèmes qui peuvent se poser dès la consultation pré-intervention. Mais effectivement, il y a 2 points importants. C'est la gestion de l'urgence, comme ça a été souligné, parce qu'effectivement, c'est des patients souvent... Alors parfois, c'est des patients jeunes en bonne santé qui viennent pour une ablation de FA et chez qui il se passe relativement peu de choses. Mais on a souvent des patients graves, des insuffisants cardiaques, pour qui une intervention qui peut paraître un peu banale, un cathé, la pose d'un stent, une ablation simple, peut amener à une dégradation aiguë du patient et amener à se poser la question de prise en charge très lourde, est-ce qu'il faut aller jusqu'à l'assistance, la greffe en urgence, etc. Donc il y a vraiment des situations d'urgence qui sont dans lesquelles on a besoin de cette collaboration, et il y a tout le côté confort, parce qu'effectivement, ce sont des procédures qui sont souvent, alors en rythmologie notamment, assez longues, qui peuvent se faire sous une sédation parfois légère, mais avec des pics douloureux pendant la procédure qui vont faire que pour le patient, le vécu peut être très difficile. Et on a effectivement des patients qui refuseront de refaire une procédure parce qu'ils ont eu la première sous sédation ou anesthésie locale simple et qu'ils ne veulent absolument pas revivre la même procédure. Alors nous, on a la chance dans mon centre d'avoir pas mal de vacations avec les anesthésistes, que ce soit une anesthésie générale ou la sédation, elle est gérée par les anesthésistes, et là c'est assez simple. Mais effectivement, c'est là toute la place et la question autour de protocoles pour faire de la sédation quand il n'y a pas de médecin anesthésiste présent pour pouvoir nous accompagner et accompagner les gestes pour nos patients. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce commentaire. On va arrêter là les questions. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser à la pause aux experts. Merci. Et on enchaîne avec la table ronde suivante sur valorisation, nomenclature, ressources humaines, pilotée par un duo, Karim Assenoun et Pierre Albaladejo.